Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, bien comme à l'accoutumée, on débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, un Focus en 2 temps ce soir, une première partie consacrée à l'éducation. On se posera une question, à savoir si nous sommes plus les enfants de nos parents ou plutôt ceux de la société. Et pour en débattre avec moi ce soir, je recevrai notre sociologue Raymond Otto. Il sera en compagnie d'une coach en développement personnel, Madame Zamia. Et en liaison Zoom, nous aurons notre psychologue Néhémie Martin. Et en deuxième partie de Focus, nous recevrons donc Valérie Denux, directrice de l'Agence régionale de santé, avec qui on fera un point notamment sur les fermetures annoncées à partir de ce week-end de tous les restaurants et bars en Guadeloupe. Ça fait aussi partie de l'actu. On y va. Nous sommes le mercredi 23 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous irons du côté de la résidence Kenneth à Sainte-Rose où les ordures ont été incendiées à proximité d'une crèche. Un cri de détresse des résidents qui croulent sous les déchets. Et afin de faire évoluer les mentalités et assurer la promotion de la langue des signes, le CERAC s'est installé à la galerie de Destrélan. Et suite aux déclarations du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer sur la tenue républicaine, de nombreux jeunes exigent de pouvoir se rendre à l'école habillés comme ils veulent. Nous sommes partis à votre rencontre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la fermeture des bars et restaurants dès ce week-end. Nous sommes en zone d'alerte maximale, un territoire bien en rouge où la circulation du virus serait très active avec des cas de Covid de plus en plus nombreux. Ils avaient prévenu, les mesures se durcissent. Regardez. Je crois que le ministre a pris appui sur ce que j'avais déjà dit en début de semaine et la semaine dernière. On est sur une phase qui est malheureusement ascendante. L'épidémie continue à progresser tous les jours et toutes les semaines. On a une augmentation du nombre de cas positifs. On a une pression sur le CHU qui est importante. Tout ça, on le constate malheureusement semaine après semaine. Donc le classement en zone d'alerte maximale semble logique. En tout cas, elle l'est pour nous. Elle va nous permettre de renforcer un certain nombre de moyens de vigilance, d'appel à la responsabilité. J'aurai l'occasion d'en parler demain à l'occasion du point presse que j'avais prévu d'organiser. Donc ça permettra de détailler l'ensemble de ces mesures. Pour l'instant, c'est la fermeture des bars et des restaurants qui ont été annoncés par le ministre de la Santé. Donc c'est ça qu'il faut qu'on précise avec lui, l'ensemble des bars et des restaurants qui devraient fermer à compter de ce week-end. Concrètement, j'ai déjà pris un contact avec les représentants des restaurateurs pour évoquer avec lui le sujet parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le pendant de cette fermeture obligatoire, c'est la mise en place de mesures d'aide et d'appui à ces entreprises. C'est essentiel, c'est important. C'est pour ça que c'est important que ce soit une mesure nationale qui soit prise puisqu'on aura une réponse nationale à l'aide à ces entreprises. Et puis les autres mesures de fermeture, en fait, je les avais quelque peu anticipées puisque ça correspond peu ou prou aux fermetures d'établissements recevant du public que j'avais mis en œuvre il y a déjà une dizaine de jours. On va juste vérifier la concordance, mais je crois qu'on était déjà dans les clous, donc en fait on va reconduire cette mesure. Et dans le même temps, les professionnels de l'événementiel, eux, interpellent les services de l'État sur leur traversée du désert qui dure depuis le confinement. En panne totale d'activité pour beaucoup d'entre eux, les dettes s'accumulent et les aides ne sont pas suffisantes. Ils étaient rassemblés au Kama à Jarry. Le reportage de Stanley Manicor. À la mobilisation pacifique, lundi 28, pour qu'on puisse avoir un rendez-vous avec la préfecture, voir comment les choses peuvent évoluer. Ça fait 7 mois que moi je représente les discothèques, 7 mois que les discothèques sont fermées. Voilà. Certes, on a choisi le divertissement comme activité, mais il ne faut pas oublier que derrière le divertissement, c'est une entreprise comme une autre avec des charges. Plus de problèmes qu'on a encore aujourd'hui parce qu'il y a un mois supplémentaire qui s'est rajouté. Là, ce qui nous sauve, c'est qu'on a des bailleurs qui sont compréhensifs, des partenaires qui sont compréhensifs, des prestataires également qui entendent notre situation aujourd'hui. Il y a une aide de 15 000 € qui est censée être mise en place. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu 1 euro. Mis à part le chômage partiel, les 1 500 par mois et potentiellement une aide de la région qui est en train d'être mise en place, on n'a rien. On a des périodes vraiment clés pour faire des sous pendant l'année. Malheureusement, il n'y a pas de scène pendant toute l'année puisqu'il y a
l'école, il y a la rentrée, il y a ci, il y a ça, les gens leur vie au quotidien, tu vois. Les périodes vraiment importantes pour nous, c'est Noël, le carnaval, et la plus importante, c'est les grandes vacances. On a été déjà prévu de la plus grosse période d'entrée de revenus pour nous. Donc, non, pas indirectement. Nous, on est très directement touchés. Il n'y a pas que les discothèques, il y a les restaurateurs, les DJ, les artistes, les organisateurs de spectacles. Il y a également une multitude de métiers, les fournisseurs de boissons, les personnes qui font le ménage, la sécurité. On a énormément de prestataires autour de nous, rien que nous personnellement au niveau de la discothèque. Donc, c'est habituellement des populations là. On nous rassemble, on nous gomme ensemble et on nous voit ensemble parce que ça grave. Nous pouvons essayer de diviser nous, nous pouvons essayer de mettre la faute sur le monde, mettre la faute sur d'autres. Mais en réalité, je ne vais pas prendre problème là, je ne vais pas prendre responsabilité là ça. Nous ne pouvons pas chanter, nous tenons des gros concerts pour la fête de la musique, ça a été annulé. Nous tenons d'autres concerts qui viennent en décembre, ça a annulé. Nous aussi, nous des petits nous des familles, nous escalades, ça sème, nous c'est des artistes déclarés. Donc, pas n'importe structure pour nous, pas n'importe aide, pas n'importe monde qui nous cadre pour nous faire, qui joue pour nous vivre de musique en nous. On n'attend pas forcément une réouverture tout de suite, mais à ce que l'État nous aide à passer ce cap, parce qu'on est la seule activité aujourd'hui qui est pleinement impactée par le Covid. Donc qu'il nous aide à passer ce cap, sachant qu'en plus on n'a aucune perspective de réouverture à court, à moyen terme ou même long terme, on n'a aucune date. Donc qu'il nous aide, parce que c'est l'État qui nous maintient fermés, mais aidez-nous à surmonter cette phase qui est très compliquée pour nous. Et pour l'UTS UGTG, il ne faudrait pas prioriser l'économie au détriment de la santé. Il serait temps pour eux d'arrêter les mesurettes et confiner la Guadeloupe. Impossible de faire face à la crise. Les capacités du CHU et du CHBT, dont 60 lits sont actuellement fermés pour travaux, eh bien, ces capacités ne sont pas suffisantes. Le syndicat souligne les problèmes de prise en charge des pathologies chroniques qui en ce moment conduisent à des décès. Retour maintenant sur leur conférence de presse ce matin avec ce reportage d'Olivier Félix. On a une situation sanitaire dramatique encore depuis plusieurs mois. On a un système de santé qui est incapable de répondre à ces questions parce que tout le but c'est le soin hospitalier. On a des jeunes qui ont pris des vieux qui ont pris tout le cas du consacré. C'est la comorbidité, c'est parce qu'il y a un diabète, parce qu'il y a une tension, parce qu'il y a une gouvernement. C'est ça qui tue. La comorbidité, c'est certainement en fait de société, c'est certainement en mal-être, en mal-corps. Mais ça sont une situation beaucoup plus progressive qui a développé petit à petit dans cette situation en payant nous aujourd'hui là. Donc autrement dit, question à Covid, on ne peut pas traiter simplement un problème port de masque et distanciation sociale, on peut traiter pour gravité. Gravité aujourd'hui là, c'est qu'il y a une circulation en monde. Elle veut monter descendre en monde. Elle veut entreprise qui est ouverte. Elle veut l'école qui est ouverte. Ou qui de toute façon, on peut dire en suroccupation du système hospitalier, nous payons pour répondre. Nous annoncez-nous justement que les établissements privés rentrent dans le cadre d'Orsan. Orsan, donc c'est l'organisation sanitaire. C'est deux qui ont mis en articulation l'offre de soins par rapport à la situation là. Là, ils ont commandé ces établissements-là donc de contribuer à faciliter la prise en charge de la maladie là au niveau de tous les établissements de santé, aussi bien privés que publics, mais surtout les établissements de soins. Nous avons constaté aujourd'hui là qu'il n'y a pas de réel travail qui est fait pour mettre des lits à disposition à CHU là pour prendre en charge donc, les malades qui n'ont pas forcément un Covid, mais pour soulager, pour mettre CHU là justement de consacrer aussi en lot à prise en charge de la Covid là, parce que c'est qui est l'établissement de référence par rapport au Covid. Je dis donc les deux établissements Guadeloupe qui ont fait un travail réel, c'est le CHU et le CHBT à moindre mesure, parce que le CHBT aussi encaillé par des travaux qui ont limité le nombre de lits qu'il a mis à disposition. Mais nous avons créé 60 lits, je dis là au CHBT, qui ont travaux. Donc sans perte réelle par rapport à ça a été porté pour prendre en charge justement la situation Covid là. Si vous ne pouvez pas répondre aux soins hospitaliers, on est pour des misères à prendre, certainement qui longtemps pilage, puisque nous constate que nous n'y ça pour plusieurs mois encore. Nous n'y ça pour jusqu'à 2021, fin avril 2021. Donc nous avons des précautions à prendre en termes de consultation, d'information, d'éducation, de prévention, également de sécurisation de tout le monde qui est en situation de fragilité. Je dis là que je peux comprendre, je dis là que les gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas en consultation cardiaque, ils n'ont pas de suivi cardiologique. Les gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas de suivi en matière de maladies métaboliques, qui diabète, qui tension. On a effectivement un problème de prise en charge majeur en population dans ça pour quelques années, des 3 années encore. Donc on n'a pas tout dit mort avec Covid aujourd'hui là, mais c'est resté péclé à cause de Covid pendant plusieurs années qui grave. Donc c'est toute cette situation alerter la population là pour dire que cette situation est très grave, mais qui est plus grave de même matin si nous ne pas prendre notre gens.
Et en parlant du CHU de Pointe-à-Pitre, eh bien pour égayer un petit peu les journées des enfants, le service de pédiatrie a fait appel au service du clown Roberto qui est avec nous ce soir. Bonsoir clown Roberto. Bonsoir et la petite fleur, bonsoir. Très bien. Et avant de parler de passer à ce sujet de détente quand même, puisqu'il faut s'intéresser à nos enfants qui sont hospitalisés en ce moment dans ce contexte Covid, je vais me tourner vers vous, monsieur le docteur Philippe Després, justement qui est chef de service de pédiatrie au CHU. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold. Eh bien, on aimerait avoir votre sentiment un peu sur cette crise avant d'en venir vraiment aux enfants. À quel stade sommes-nous dans la gestion de cette crise déjà, dans un premier temps. Vous avez 3 heures. On va essayer de condenser. Oui, c'est un peu le problème, c'est qu'on est dedans depuis tellement de mois qu'on ne sait plus, on n'a plus de point de repère nous-mêmes. On sait que ça va mal, mais vous savez, ça fait 5 ans et demi que je suis sur le CHU de Guadeloupe et ça fait 5 ans et demi qu'on vit sur un mode de crise permanente, très diverses. Parfois c'est la météo, parfois c'est des pandémies, parfois c'est un incendie avec des conséquences dramatiques, et puis parfois c'est des mouvements sociaux. Et le tout s'enchaîne harmonieusement, ce qui fait que la crise est un mode de fonctionnement, et c'est vrai que la crise actuelle se surajoute à un état qui est quand même compliqué pour tout le monde. Où on en est, c'est qu'on finit par faire de notre quotidien quelque chose d'extrême tous les jours, avec des équipes paramédicales et médicales qui sont fantastiques et qui ont une capacité de résilience qui me laisse béat régulièrement, malgré les contraintes, malgré les conditions de travail. Donc non, ça ne va pas bien, mais comme on dit ici en Guadeloupe, on est là. Donc à Kimbe. Exactement. On est extrêmement résilient, mais bon, la situation du CHU est-ce qu'elle est? On peut dire que vous faites avec les moyens du bord. Oui. Des moyens est-ce que les moyens vous ont été retirés ou laissés pendant la période de Covid, puisqu'on sait finalement que par exemple les maladies chroniques, elles ont souffert du traitement Covid qui était prioritaire. Est-ce qu'aussi en pédiatrie vous avez été lésés? Pas tellement en termes de matériel biomédical, mais en termes de locaux disponibles. Il y a toute une surface qui nous était allouée jusque-là, qui a dû passer au service adulte pour des raisons très facilement compréhensibles et acceptables. Mais actuellement, on a besoin de se redéployer parce que notre pandémie à nous, elle va arriver. C'est pas le Covid, c'est la bronchiolite à VRS. Comme chaque année depuis des dizaines d'années, et c'est une pandémie dont tout le monde se fiche parce qu'elle ne prend pas l'homme d'affaires, elle ne prend pas le voyageur, elle ne prend pas les personnes de plus de 2 ans, et pourtant pour nous c'est quelque chose de quotidien, de fin septembre jusqu'à ici début mars on va dire, ça dépend des années, ça dépend des crues, et cette pandémie vraiment nous pose gros problèmes chaque année en pédiatrie. Mais là, on est à part. On ne partage pas cette contrainte avec les services d'adultes, donc on est un petit peu sur le banc de touche, on va dire. Et pourtant, c'est une réalité qui va commencer dans quelques jours. Mais le Covid, donc on s'y prépare. Passe tout sous silence. Le reste ne compte pas. Le reste compte, puisqu'on se fait entendre quand on parle de ça. Mais les moyens ont dû être alloués pour pouvoir accueillir combien 70 ou 80 personnes supplémentaires sur l'ensemble de l'hôpital, dont des gens en réanimation. Donc c'est pas rien du tout. J'ai passé ma journée en hélico, j'ai discuté avec les gens de Martinique. C'est pareil avec un petit décalage chez eux. Personne ne va dire que tout va bien et personne ne va dire qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Je ne pense pas. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire face à la situation qui se présente? On nous parle de plus en plus de cas de comorbidité aussi. Est-ce que vous pensez qu'on pourra passer le cap plus ou moins tranquillement? Dans mon domaine, dans le domaine de la pédiatrie, oui, pour des raisons très spécifiques. C'est que l'enfant peut attraper le Covid de la part d'adultes en général. L'enfant le transmet peu, ça c'est quelque chose qui est bien connu, et l'enfant fait très rarement des complications sévères. Je dis vraiment très rarement. À l'échelle mondiale, on peut trouver des exemples dramatiques d'enfants qui en sont décédés en réanimation. Il y a peu d'exemples. On peut fixer son attention sur 2 ou 3 cas particuliers dramatiques et en faire une généralité, mais il faut bien comprendre qu'on est à des dizaines de fois moins d'incidence de complications graves chez l'enfant par rapport à l'adulte. Port du masque, c'est les enfants recommandés ou pas? Oui, mais ça dépend. Alors, il y a des enfants qui, à 7 ans, le font volontiers parce que ça fait partie de leur quotidien, de leur jeu. Même les clowns, maintenant, mettent des masques, donc tout va bien. Et vous le savez, au niveau de la législation, c'est 11 ans qui a été retenu comme âge butoir pour lequel le port du masque est réellement nécessaire. Et même si moi j'ai 4 ans et demi, je mets mon masque. Voilà. Donc justement, le clown Roberto débarque dans votre service de pédiatrie. Est-ce que les règles ont changé pour les visites? Est-ce qu'ils auront droit qu'à la visite du clown
clowns ou bien ils auront droit à leurs accompagnateurs? Alors, contrairement à ce qui est décidé pour les services adultes, en pédiatrie, on a gardé le principe que l'enfant pouvait être accompagné par un de ses deux parents en permanence, mais pas les deux parents. On a quand même vraiment limité dans le sens où on ne pourra pas avoir des couples qui sont auprès de leur enfant. Par contre, on ne voulait pas transiger sur la règle fondamentale d'avoir la permission qu'un des deux parents soit à côté de leur enfant 24 heures sur 24. Je parle de la pédiatrie générale, des urgences pédiatriques. En néonatologie, ils ont d'autres contraintes, mais là, on arrive pour l'instant en pédiatrie générale à faire accepter cette règle. Il faut quand même faire un peu la police, parce que par moment, quand on disait 2, c'était 3 ou 4. Maintenant qu'on dit 1, il faut vraiment que ça soit vraiment. Ouais, il faut s'y tenir. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé justement pour les enfants? Quand est-ce que le clown va intervenir? Parce que le clown va nous le dire. Alors le clown, quand est-ce qu'il va intervenir? C'est une très mauvaise question, parce que le clown, il intervient déjà depuis 2007. Chaque jour, enfin pas chaque jour, chaque semaine, un jour par semaine, l'après-midi en général. Ça se passe l'après-midi parce que le matin, il y a des soins, etc. Donc le clown Roberto, il vient une fois par semaine dans chaque chambre occupée par un enfant, un jeune patient, on va dire. C'est pas un spectacle où tout le monde est réuni, c'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de rentrer dans la chambre, de s'adapter à ce qu'on trouve, l'âge de l'enfant, son état, comment il est, est-ce qu'il est... En général, ils sont un peu tristes, donc il faut le rebooster, tout ça. Donc, depuis cette période-là, depuis 2007, j'interviens dans chaque chambre occupée par un enfant avec des gags, des tours de magie, de la jonglerie, tout ça. Et l'enfant, en général, quand je ressors de là, il est en train de rigoler, il va beaucoup mieux, tout va mieux. C'est une thérapie par le rire? Alors, une thérapie, je suis mal placé pour parler de thérapie parce que je ne suis pas... mon métier, ce n'est pas médecin. Mais je sais que ça a beaucoup de bienfaits, que d'ailleurs le docteur Després pourra vous le dire, c'est que ça rentre en fait dans un processus global de soins. C'est-à-dire moi, je n'administre pas du tout des médicaments ou quoi que ce soit. Mais on soigne un peu par le rire. Mais mon médicament, oui, c'est le rire. Donc le rire, bon, a des vertus, tout le monde les connaît. Le rire a des vertus qui boostent l'immunité, etc., etc. Mais c'est vraiment une prise en charge globale que monsieur le docteur Després pourra vous expliquer mieux que moi, parce que moi, je suis juste un clown. Voilà. Bon, c'est quand même vous qui faites la grosse partie du boulot sur faire rire les enfants. Ah bah oui. Bon, donc, c'est un choix vraiment du service de faire cette thérapie, entre guillemets, par le rire? Oui, absolument. Je n'étais pas là quand Michel a investi le service en 2007. Moi, j'avais des expériences avec des musiciens intervenants dans mon ancien CHU à Strasbourg. Et c'est très curieux parce qu'on retombe sur les mêmes conclusions, on a les mêmes sensations auprès de Roberto que celles que j'avais à l'époque. Ce sont de vrais professionnels. Lui, il fait le clown, il fait l'andouille. Mais je ne fais pas le clown, je suis clown. Ça, c'est différent. Ouais. C'est comme si tu disais, ouais, je fais médecin. Je ne fais pas médecin, tu es médecin. Je fais médecin. D'accord. Mais Pierre Desproges le disait à l'époque, Pierre Desproges le disait, c'est un métier extrêmement sérieux de faire rire les autres. Et c'est très compliqué. Et donc c'est un choix d'avoir un professionnel et non pas seulement quelqu'un qui a envie de faire du bien aux enfants, parce qu'il y a une grosse préparation en amont, il y a une prestation qui est de qualité, et puis il y a aussi un débriefing qu'on fait soi-même, que je pense que Michel fait lui-même, au décours de tout ça. Et c'est un boulot de pro, quoi. Super. En tout cas, j'imagine que ça fait extrêmement plaisir aux enfants et c'est l'essentiel au final de compte. Donc une fois par semaine, ils ont droit à leur petite visite. Oui, c'est ça. Et bon, c'est moi qui essaie de trouver des financements un petit peu partout. Donc en général, je remercie toujours la région Guadeloupe qui me soutient, la DAC de Guadeloupe qui me soutient. Les affaires culturelles. Oui, la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. De temps en temps, des entreprises qui donnent, comme par exemple la Vache qui rit dernièrement qui m'a donné, ou bien une autre marque de jus de fruits, Réa, qui donne comme ça spontanément de l'argent pour que ça soit pérennisé. Parce que comme c'est un travail de pro, bien que je demande beaucoup moins que quand je fais des spectacles normaux, parce que je ne travaille pas qu'au CHU, je suis un artiste de spectacle depuis longtemps. Donc pour qu'il y ait une régularité vraiment
Que je dise pas un jour, oh, j'ai pas envie d'y aller, comme des bénévoles le feraient peut-être. Oh, j'ai pas envie. Moi, je suis tenu d'y aller et je suis tenu de faire rigoler. Très bien. Non, le contrat est honorable, le contrat est très bon. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. Et on espère effectivement que les enfants se porteront bien pendant cette crise Covid et qui ne seront pas mis de côté ou bien laissés pour compte, puisque bon, c'est vrai qu'on se focalise dessus, mais les enfants sont là et il y a beaucoup de pathologies qui arrivent, dont les bronchiolites, vous nous avez dit, une vague de bronchiolites qui va arriver bientôt. En tout cas, merci encore, messieurs. Merci à vous. Merci, au revoir. Et avec un ramassage des ordures irréguliers, des personnes peu scrupuleuses et assez dégueulasses, je dois le dire, les ordures s'amoncellent à la résidence Kenneth à Bébel-Sainte-Rose. Les résidents constatent un défilé incessant de véhicules, de personnes sans état d'âme venues jeter leurs encombrants comme si de rien n'était. Les contrevenants s'exposent à des poursuites et des amendes, mais en attendant qu'on les retrouve, les déchets nuisent à la vie de quartier. Exaspérés de l'odeur nauséabonde et de la prolifération des rats, des habitants ont incendié toutes les poubelles. Le reportage. Tout bagay qui passé propre. Pas de gêne, ils ont dit. C'est la première fois que je bagay mal propre comme ça. Et tout le monde a dit ça, a écœuré yo. Et les pires, hier, on t'a invité, mouche. Il n'y avait pas moyen que je prépare mon repas. Ce qui m'énerve le plus là, on dit que c'est les gens de la cité, c'est pas mon cité qui a fait ça. Je suis désolée. En face, encore tout malpropre, mon qui a sorti de droite à gauche. Il y a des rats qui se promènent et moi je suis une personne âgée à risque. J'ai une pathologie et j'ai envie de quitter la résidence Le Kenneth. Mais si on regarde, c'est partout. Je regarde, c'est partout qu'il y a les ordures. Et en plus, on dit le maire, mais ce n'est pas le maire. Hein. C'est des gens, nous-mêmes, les habitants qui sont autour, ce sont eux qui viennent jeter les ordures. Ils déposent, parce que les gens ont leur carte à la déchetterie, j'ai ma carte aussi. Quand j'aurai des choses encombrantes, j'irai apporter ça. Il se trouve que ça peut arriver qu'il n'y ait pas une régularité à ce niveau-là. Et même si le travail se fait, ce qui arrive, c'est que les gens sortent aussi des fois de partout. Ce sont des personnes des fois qui sont extérieures à la commune, ou alors peut-être des gens qui sont dans un autre quartier qui viennent aussi déposer des déchets dans les bacs qui sont là. Nous avons une petite équipe spéciale qui passe dans tous les quartiers et qui n'hésite pas à effectivement ramasser des encombrants ou des déchets verts ou des OM, pour faire en sorte que la commune puisse être plus propre. C'est une équipe qui est spéciale, elle est sur le terrain depuis le matin à 6 heures et qui peut même des fois dépasser ses heures de travail pour pouvoir ramener un petit peu de propreté à Sainte-Rose. Nous avons aussi quelqu'un qui a force de loi et qui a eu l'occasion d'interpeller des contrevenants. Et ces contrevenants-là, ils ont été sanctionnés. Alors aujourd'hui, nous sommes aussi dans la même démarche que d'autres communes qui voudraient faire en sorte que les gens puissent être sanctionnés, mais que nous puissions avoir des preuves. En tout cas, nous sommes sensibles à cette problématique qui se pose dans cette résidence. Nous avons déjà alerté le promoteur qui a promis de rencontrer la CNBT pour régler le problème de la fermeture effectivement du local poubelle, qui a promis aussi de rencontrer l'ADEAL sur ce problème aussi d'assainissement qui se pose dans cette résidence. Et donc, nous faisons en sorte que les parties puissent trouver une solution, mais une solution qui soit pérenne. Et pour que cette solution soit pérenne, c'est vrai qu'il faut faire de la prévention, mais je pense qu'à un certain moment, effectivement, qu'il faut faire aussi mettre en place des sanctions. Très souvent laissés pour compte, les personnes justement qui sont atteintes, enfin les sourds et muets, comme on les appelle, tentent de se faire entendre tant bien que mal. Malgré la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, ils ne reçoivent toujours pas le traitement auxquels ils ont droit. L'accessibilité est à revoir dans les lieux publics et privés. Les interprètes font cruellement défaut et la communication autour de la langue des signes est quasi inexistante. Pour preuve, la plupart des programmes télé ou événements ne sont pas traduits. Et afin de faire évoluer les mentalités et assurer la promotion de cette fameuse langue des signes qui pourrait nous aider à se parler pendant le Covid, vu qu'on doit se parler de loin, eh bien, ils ont pris d'assaut les couloirs
du centre commercial d'Estreland. Une manière de faire passer le message. Ils se sont adjoints les services de 2 artistes, un peintre et un photographe. Regardez. Oui, c'est la journée internationale de la langue des signes. C'est important pour le CERAC d'être aujourd'hui là pour montrer que la langue des signes existe en Guadeloupe. C'est très important de montrer à la population de la Guadeloupe que la langue des signes existe, que la langue des signes elle est magnifique, elle est beau et que tout le monde peut l'apprendre. Et que ça aide beaucoup à faire une inclusion pour les personnes sourdes et malentendantes si les gens autour savent signer. En Guadeloupe, il n'y a pas encore assez. On est prêt, on a envie de continuer, d'ajouter sur la Guadeloupe plus de la langue des signes. Et il faut faire des efforts pour avoir la langue des signes sur toute la Guadeloupe. C'est horrible actuellement pour les malentendants, pour les sourds, pour les personnes sourdes qui pratiquent la langue des signes comme moyen de communication en Guadeloupe. C'est une catastrophe car presque tous les lieux publics, ils n'ont pas une personne qui est dédiée à la langue des signes. Actuellement, on n'a pas ça. On n'a que des gens qui sont intéressés, qui aiment bien, qui apprennent un peu. Mais vu qu'il n'y a pas d'obligation et les gens n'appliquent pas la loi de 2005, les sourds ont toujours à trouver quelqu'un qui peut aider, à trouver un interprète, interface. On n'en a pas assez en Guadeloupe. Et actuellement, la situation en Guadeloupe n'est pas du tout adaptée à la problématique des personnes sourdes et malentendants et la communication. C'est pour sensibiliser les gens à la langue des signes, de faire des petites découvertes, d'animer leur curiosité pour voir comment ça se passe avec la langue des signes, surtout dans une situation difficile comme maintenant avec le Covid, où on peut apprendre à discuter avec la distance. Depuis 2 ans maintenant, je suis artiste intervenant au CERAC. Et c'était très important pour moi, comme chaque année, de pouvoir soutenir le monde des malentendants et pouvoir montrer exactement le travail que je fais également avec mes élèves. Travailler avec des sourds et des malentendants, on rentre dans une dimension que je ne connaissais pas et ça m'apprend énormément. C'est, je pense, autant magique pour eux parce qu'eux rentrent dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'est très important aussi pour moi, l'artiste, qui suis obligé de m'exprimer avec d'une autre manière. Et c'est assez fantastique, chouette. Un reportage signé Maxime Morel. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous reviendrons sur la tenue républicaine dans le Focus et le reportage sera également diffusé dans les infos de demain. Vous l'avez compris, le journal local est arrivé à son terme. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief. Enfin, ce sera plus 1h30, je crois. 1h30 de débrief sur l'actualité locale. En première partie, je recevrai Raymond Otto, qui est notre sociologue. Il sera en compagnie d'une coach en développement, Madame Zamia. Nous aurons en Zoom Némi Martin et nous nous poserons une question à savoir si nous sommes les enfants de nos parents ou de notre société. Enfin, ça se pose surtout sur les nouvelles générations. En deuxième partie, je recevrai Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé Guadeloupe, avec qui on fera un point, notamment sur les fermetures annoncées, puisque visiblement nous sommes en zone rouge de circulation du virus Covid-19. Et avant la coupure pub, je dis donc bonsoir à Madly Congrès, bonsoir à Marcel Neuilly, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Dani Coco des îles Coco, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Suzy Hawaii, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Maude Petit Pas, bonsoir également à Isabelle Leguerre, bonsoir à Alphonse Tieco, bonsoir à Wobet Domikilé, bonsoir à qui d'autre, à Nanoun Elmassin Chéri, bonsoir à Rulé Steve, bonsoir à Jonanou, enfin bonsoir à tout le monde, bonsoir à Jérémy, bonsoir à El Canario, bonsoir à Willem Cancel, bonsoir à Mathéi Cyril, bonsoir à Maria Kiterimoutou. Désolé, je ne pourrais pas donner la liste. Un jour, je prendrai le temps de tous vous dire bonsoir, mais en tout cas, je vous salue et je vous remercie de suivre ce programme sur Internet, mais aussi à la télévision. On se retrouve juste après la coupure pub. On parle éducation et santé.